Donc, oui, j'ai proposé un exposé sur une reconstruction pharmacologique de l'anamnèse. En fait, ce qu'on entend depuis plusieurs années dans les paroles de Bernard, maintes années, c'est quelque chose comme cela. J'ai voulu indiquer ça comme cela, une reconstruction pharmacologique de l'anamnèse. Ce que je veux questionner par là, c'est en quoi ça se distingue de la reconstruction dialectique de l'anamnèse, qui est celle de Platon. Donc, je voudrais en fait essayer de confronter cette reconstruction pharmacologique de l'anamnèse de Bernard avec celle que Platon opère. Le but, c'est d'avoir une appréciation de ce qu'ajoute Bernard ou ce que change Bernard, ce que l'apport de Bernard peut changer à notre conception du savoir. Et en fait, on peut le résumer dans un mot, on l'a bien entendu, on l'a bien lu tous. C'est la mondo-historialité dont Bernard parlait dans le premier tome de la Technique et le temps. Mais c'est aussi, et plus amplement, plus radicalement, ce qu'il annonce dans sa nouvelle critique, dans son livre sur lequel je vais me reporter le plus ici, qui s'appelle ce qui fait que la vie vaut d'être vécue, où il fait un geste qui ouvre cette mondo-historialité qui est quand même un peu un concept qui ne se réfère qu'à les époques et les grandes déterminations de l'histoire. Mais dans ce livre-là, Bernard ouvre cette référence à la mondo-historialité jusqu'à tous les objets. En fait, tous les objets peuvent être transitionnels, il dit, et c'est ça qui serait la référence à la mondo-historialité telle qu'elle était comprise dans le premier tome de Technique et le temps. C'est vraiment un changement. Mais, enfin, une élaboration. Mais ce qui m'a inquiété, enfin, ce qui m'a occupé dans cela, c'est de savoir qu'est-ce que ça change à notre conception du savoir. Et aussi, qu'est-ce qui reste pareil. Parce que si on dit, Bernard veut ajouter la dimension mondo-historiale à l'anamnèse platonicienne. Ça implique que Platon ne parlerait pas de ce monde. Mais ce n'est pas vrai. Il le dit très bien. Il dit très bien que c'est à même le monde sensible qu'on sent qu'on est en transition, qu'on est transporté vers un monde qui n'est pas perceptible, mais c'est bien de ce monde-ci qu'il parle, qui est doublé, qui est fantomisé, qui n'est pas seulement perceptible, c'est tout. Donc la mondo-historialité, ajouter la mondo-historialité à ce savoir, c'est pas si clair que ça. Donc il faudrait savoir. Bon, donc il faudra faire la comparaison, qu'est-ce qui est pareil, qu'est-ce qui est différent chez Bernard, chez Platon. Bon, ça mènerait beaucoup trop loin, bien sûr. Il faudra donc faire des indications. Donc, bon, tous les deux parlent de la transitionnalité des corps. Ça, c'est clair, mais pour Platon, cette transitionnalité concerne un corps idéal. Pour Bernard, il s'agit de la transitionnalité de tous les corps. Un autre point important, c'est l'autonomie, l'importance de l'autonomie.
tous les deux insistent sur l'importance de l'autonomie, ne fût-ce qu'un moment d'autonomie, mais l'autonomie. Mais donc, pour Platon, cette autonomie est absolue, elle est idéale, tandis que pour Bernard, elle est relative, elle est factuelle. Un autre point commun, en fait, tous les deux supposent la possibilité d'oublier la matérialité des corps. Bernard, aussi bien que Platon, insiste beaucoup sur la possibilité d'oublier les corps, d'oublier les corps, de parler à ce qui n'existe pas, de penser à ce qui n'existe pas, comme dit Bernard, mais qui consiste. Donc, la différence va ici, bien sûr, consister à ce qu'il dit bien qu'il est possible, qu'il est nécessaire, qu'il faut toujours considérer qu'on peut oublier les corps, mais qu'il ne faut pas oublier que c'est un oubli, qu'il y a une condition à ça, qu'il y a une matérialité qui va rendre possible cet oubli, ce qui a été introduit bien sûr par Derrida, cette idée, mais que Bernard va potentialiser, élargir à beaucoup de domaines. Pour le résumer en un mot, en fait, on pourrait dire s'il y a quelque chose que... Je vais l'indiquer tout simplement avec le mot qu'il introduit au début du livre de la pharmacologie. Il dit, en fait, il y a quelque chose qui est nécessaire à toute transitionnalité, et c'est ce qu'il appelle le savoir de la mer. Le savoir de la mer serait quelque chose qui est nécessaire dans toute transition. C'est ce qu'il va essayer d'ajouter à ce savoir qui est le savoir de la science, parce qu'on peut aussi dire que le platonisme, c'est finalement tout ce que les sciences ont élaboré. À cela, Bernard veut ajouter quelque chose, c'est le savoir de la mer. Bon, donc, bien sûr, pour élaborer cette discussion, il faudra donc parler de la transitionnalité et des façons dont la transitionnalité est pensée chez Platon et d'autre part chez Bernard. Il faudra, pour bien articuler cela, comprendre que la transitionnalité a une condition. Elle est différente chez Bernard que chez Platon, mais tous les deux ont en commun que la transitionnalité est la condition même de l'expérience. Cette condition de l'expérience, Platon va la penser dans un dialogue qui est très connu, c'est le Phédon. En fait, la condition de l'expérience sera l'immortalité de l'âme. Donc, il faudra essayer de confronter la doctrine de l'immortalité de l'âme chez Platon avec ce que Bernard appelle le premier pharmacon, donc ces objets transitionnels qui sont des matérialités à partir desquelles on peut faire l'expérience de la pensée, de l'autonomie, de tout ce qui n'existe pas, de toute la culture. En fait, on pourrait, en opposant les deux livres que j'ai mentionnés maintenant, le Phédon, et d'autre part de la pharmacologie, on pourrait dire
de la pharmacologie, c'est l'antiphédon, un peu, hein, on peut le dire. D'ailleurs, bizarrement, on retrouve la phrase « ce qui fait que la vie vaut d'être vécue » dans le phédon, bien sûr. Mais votre référence va à Winnicott, elle ne va pas au phédon. Vous l'avez... La phrase du phédon était affichée la première année ici, en grec. C'était personne n'entre ici qui n'est grammairien. C'était là. Ah d'accord, je l'ai oublié. J'avais suspendu aussi la phrase. Ah d'accord. Bon. J'en ai pas la mémoire. Bon, donc le phédon, c'est bien sûr un texte clé dans la culture européenne, dans la culture philosophique. C'est aussi le texte sans doute le plus pharmacologique de Platon, non seulement parce que c'est l'histoire de la mort de Socrate qui se donne la mort ou qui doit se donner la mort en buvant un pharmacone. Il s'agit aussi du procès de Socrate, enfin du résultat du procès de Socrate, et donc de la figure du pharmakos qui va purifier la cité, indûment, mais voilà, quand même, c'est la dimension. Et enfin, ça se termine avec cet hommage à Asclépios, qui est le dieu qui a le secret pharmacologique de la vie éternelle. Donc, bien sûr, un dialogue très pharmacologique, et néanmoins il faut qu'on fasse un effort pour voir qu'est-ce qui n'est pas pharmacologique dans le sens où Bernard l'entend, bien que donc Platon ne fait que parler de purifier ou d'infecter, enfin, tout le langage pharmacologique est là. Donc, bien sûr, on a en tête la première invocation de l'anamnèse dans le Ménon, la réminiscence qui va être la solution pour le problème géométrique qui va être résolu. En fait, l'hypothèse du Ménon va être répercutée dans le Phédon. Ce sera les choses en tant que telles ne sont connues que parce qu'on les a vécues avant qu'on était né. La raison à cela, simplement parce qu'on ne trouve rien à travers les sens, on ne trouve rien dans la perception qui peut nous donner quoi que ce soit de ce genre. Or, on a nettement l'impression que quelque chose comme cela existe. Les choses en tant que telles, la beauté en tant que telle, la ressemblance en tant que telle, etc. Bon. Ça, c'est l'anamnèse du point de vue du Ménon. Le point de vue du Phédon sera différent. En fait, tout le Phédon est concerné par le sort de Socrate. Socrate va mourir, il parle le dernier jour. Et bien qu'il ne veut pas faire d'état d'âme, évidemment, c'est totalement structuré par cet événement. Et ce qui occupe Platon, bien sûr, c'est qu'est-ce que cela signifie par rapport au savoir, qu'est-ce que cela signifie pour nous, en tant que philosophes, cet événement-là. Alors, c'est une toute autre question que celle du Ménon. Ce n'est pas la question d'un problème mathématique,
c'est la question, qu'est-ce qui va rester d'une vie? C'est qu'est-ce qu'on va se rappeler de Socrate? Donc, c'est en fait la condition la condition de possibilité d'une anamnèse qu'il était en train de construire. Alors, il s'agit de la mort de Socrate, et il s'agit de se demander, la mort, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est quelque chose ou est-ce que c'est rien? Bon. Socrate introduit le sujet en disant oui, mais ce serait quand même un peu ridicule que, bon, comme disent les Thébains, les philosophes sont des croque-morts ou enfin des croque-mitaines. Ils sont tout le temps avec un pied dans la tombe. Ça veut malgré tout toujours dire qu'ils sont avec un pied en dehors, bien sûr. Et c'est toujours ça. Le plus retort chez Platon, c'est que c'est son dualisme finalement. Son dualisme, qui est la chose la plus connue, c'est finalement la plus retorse. Donc, il va introduire le sujet en disant, Socrate, faire de la philosophie, c'est vivre comme mort. C'est être mort dans la vie. Ce serait fort si on s'efforce toute la vie d'être mort, qu'on ait peur le jour où la mort s'annonce, et c'est ce qui se passe dans le dialogue. En fait, cette vie comme mort, c'est une expression très bizarre. C'est comme une des premières machines orthothétiques, on pourrait dire. C'est en fait une détermination qui, à chaque fois, revient à l'identique, et en même temps, elle implique une certaine césure par rapport à la sensibilité. La vie comme mort se rapporte à quelque chose qui n'est pas sensible. En même temps, elle reste dans la vie. C'est une modalité de la vie. Seulement, évidemment, en restant une modalité de la vie, elle va changer cette vie. C'est en fait le concept de vie qui va changer. Et c'est comme cela, évidemment, que la vie va pouvoir être immortelle. Bon, on ne peut pas reprendre tout le fil, bien sûr, du fait dont je vais le résumer. En fait, il procède en différentes étapes, avec différentes thèses et donc avec différentes preuves de l'immortalité de l'âme. La première preuve sera, en fait, moi je vais pas donner les preuves parce que ça mènerait trop loin, je vais dire les thèses. La première thèse, c'est les contraires s'appellent. Donc, s'il y a une vie, il y a une mort. S'il y a la mort, il y a la vie. Et les deux s'appellent. Et la vie, comme la mort, s'accompagne d'un devenir, d'un double devenir, c'est-à-dire d'un reprendre vie ou d'un mourir. Donc, toute vie appelle la mort, toute mort appelle la vie. Évidemment, ça ne va pas comme ça. Ça ne va pas comme ça, ce n'est pas suffisant. Donc il ajoutera quelque chose, bien sûr, c'est la deuxième thèse. Il y aura les choses en tant que telles. Les choses en tant que telles, comme dans le Ménon, seront les choses telles qu'elles sont. Ces choses ne seront pas visibles, elles ne seront pas perceptibles, pardon,
mais toute chose sensible va s'y référer. Maintenant, ça se rapporte à la première thèse parce que, en fait, la première thèse que les contraires s'appellent, c'est seulement, il s'appelle seulement si l'un est la privation de l'autre. Si la mort est la privation de la vie, alors ça peut marcher. Mais la vie n'est pas la privation de la mort. Et c'est là qu'il faut ajouter quelque chose, et c'est là que la doctrine des idées est importante. Si on dirait que la vie est la mort de la mort, ça ne fonctionnerait pas. Donc, il faut que la vie soit la positivité dont la mort est la privation. À ce moment-là, les deux s'appellent d'une façon. En fait, c'est le reproche ou la remarque que faisait Hegel contre Kant, disant que, en logique, toute négation est une privation. Kant ne pensait pas cela. Donc, dans la privation est contenu que c'est une privation dans la privation de la vie, dans la mort, il y a la privation de la vie. Comme ça, la vie est inscrite dans la mort et comme ça, elle s'appelle nécessairement. Ça, c'est donc la nécessité de la deuxième thèse qu'il va introduire comme suite. Il dit, si quelque chose qui ressemble, si vous dites quelque chose ressemble à ce dont je me ressouviens, il faut quand même qu'on puisse comparer avec ce dont on se ressouvient. C'est la façon dont il réintroduit le thème du Ménon, qui va donc référer toutes les perceptions sensibles aux réminiscences des choses telles qu'elles sont en elles-mêmes. Bon, dans ce passage, ce qui est important, dans le passage que je viens de paraphraser, c'est pas vraiment cité, hein, je peux le citer, mais quand c'est à partir d'objets semblables qu'on se ressouvient de quelque chose, n'est-on pas forcé également d'éprouver ceci, réfléchir et se demander s'il manque ou non quelque chose à un objet donné quant à sa ressemblance avec ceux dont on se ressouvient. C'est forcé, dit Simonias. C'est forcé. Anankaios, il avait dit, n'est-on pas forcé également d'éprouver ceci? Et Simonias atteste, c'est nécessaire, c'est forcé. En fait, c'est ça le mot qui est important. C'est pas la ressemblance, bon, il en a besoin, c'est sûr, mais c'est la référence nécessaire. C'est la condition de possibilité, c'est la condition nécessaire de possibilité pour penser quelque chose de semblable. Il faut savoir ce que c'est que le ressemblant en tant que tel. Donc, c'est ça, en fait, c'est la formulation de la théorie des idées. Or, donc, ce que je dis ici, en me basant sur ce petit texte, c'est que la doctrine des idées, c'est en effet une doctrine qui introduit une référence nécessaire, c'est mieux dit, une référence aux conditions nécessaires de possibilité des choses en tant que telles. Non, voilà, bon, vous aurez compris. Donc, ces conditions de possibilité seront en fait la base de toute la science. Et
lorsque Platon va parler de transition, il parlera toujours vers de la transition vers ces conditions de possibilité, vers ces choses nécessaires. Et lorsque Socrate ne va pas se rebiffer contre son jugement, le verdict injuste qui lui incombe, c'est en vertu de ça, mais bizarrement, c'est parce qu'il respecte la nécessité d'une loi pour le vivre ensemble, d'une loi, du respect pour une loi dans le vivre ensemble, qu'il respecte le verdict arbitraire qui lui incombe. Mais en respectant ce verdict arbitraire, il ne respecte pas du tout ses juges, il respecte la nécessité de la loi, c'est tout. Donc, en fait, en respectant cette loi nécessaire qui règle la vie et la mort dans la cité, il respecte en fait un corps, un concept, un savoir orthothétique, un savoir qui va se répéter partout, qui peut se répéter partout, qui vaut pour tout le monde dans toutes les circonstances. On dirait, avec Bernard, c'est un corps grammatisé, c'est un corps de loi grammatisé qui respecte, un corpus grammatisé. Bon. Donc, pour que la transition soit possible, il faut respecter les idéalités. C'est-à-dire un corps idéal, on va le voir. Qu'est-ce qu'une condition nécessaire de possibilité en général? Une condition de possibilité, c'est certainement pas quelque chose qui est arrivé. Donc, pour éprouver ces conditions de possibilité, il faut se référer à une expérience. C'est là que vient l'anamnèse, évidemment. On l'avait vu dans le Ménon, puisqu'il n'y a aucune expérience sensible qui peut nous le donner, il faut en avoir eu l'expérience dans une autre vie. Mais en avoir eu l'expérience auparavant, ça implique qu'on fait appel à une autre forme d'expérience, c'est bien sûr l'anamnèse. L'anamnèse est caractérisée par quelque chose de très spécifique. La réminiscence, pardon, en français, est caractérisée par quelque chose de très spécifique. C'est une expérience actuelle, en tant que telle, elle arrive, mais elle concerne quelque chose qui n'est pas là. Donc, elle nous transporte, mais elle ne nous transporte pas dans le passé, pas réellement. Elle nous transporte dans ce qui a pu se passer, dans ce qu'on s'imagine qui s'est passé. Et si on peut s'imaginer avec quelque nécessité ce qui s'est passé, on va appeler ça un savoir. Mais seulement si c'est nécessaire, pas si c'est ce qu'on se figure comme ça à l'arbitraire. Alors, ça c'est la raison pour laquelle Platon va utiliser
de ce phénomène qui est, après tout, pas nécessairement une science. Mais il en utilise parce que c'est le seul moyen pour lui d'avoir une expérience qui est dans ce monde-ci, qui concerne quelque chose qui pourtant qui concerne ce monde, mais qui n'est pas là et qui est seulement là en tant qu'une possibilité, comme ce qui a pu se passer. Mais là, il faut qu'on creuse un peu l'articulation entre ce qui est possible et ce qui arrive. Ce qui arrive dans l'anamnèse, c'est le possible. Mais comment est-ce que le possible peut arriver et rester possible? Parce que ce qui est arrivé, ce n'est plus possible, c'est réel. Donc, pour que le possible soit possible, il doit arriver, mais en même temps, c'est délicat. En fait, on va voir que le possible, s'il arrive en tant que possible, c'est seulement la possibilité de la possibilité qui va arriver. Alors la possibilité, si c'est seulement la possibilité qui arrive, c'est que ça n'arrive pas vraiment. En fait, c'est qu'il y a une privation du possible. En fait, ce qui arrive sera la privation du possible. Et c'est la privation du possible qui sera la mesure du savoir. En fait, la privation donne ici la mesure, c'est la nécessité de la possibilité qui est arrivée. Bernard dit, il précise ce point à la fin du tome 1 de Technique et le temps, il dit, c'est son accès. C'est l'accès. La mesure, c'est l'accès à la transition, à l'expérience. Et il en fait une critique par rapport à Heidegger. Donc, cette privation est manifeste à même le sensible, mais elle n'est pas le sensible puisqu'elle n'est plus rien. Elle n'est plus rien parce qu'elle est arrivée. C'est pour cela qu'on a besoin de la mémoire pour la comprendre. Dans la mémoire, elle reste le possible. Le sensible qui arrive est en vérité la trace nécessaire de ce qui rend possible. Une trace qui n'est pas rien, mais comme trace, elle est seulement le souvenir de la nécessité de ce qu'elle n'est plus. Et évidemment, c'est ici que tout l'apport de Derrida va potentialiser la démarche de Bernard, qui va faire exploser cette trace jusqu'à contenir tous les objets. Bon. La compréhension, le savoir, est donc le souvenir de la seule possibilité qui devait arriver. La seule possibilité qui devait arriver, c'est la possibilité qui était nécessaire. Pour un corps, c'est sa mortalité, il va mourir.
Bon. Maintenant, évidemment, il faut, pour que cette nécessité, pour que ce savoir se réalise, il faut que ça ait une assise. L'assise de cette possibilité qui est contenue dans la réminiscence, ce sera l'âme. L'âme est la possibilité de se ressouvenir des choses en tant que telles. Mais le corps, c'est aussi seulement la possibilité... Pardon, je me trompe là. L'âme, c'est aussi seulement la possibilité d'un corps d'être animé. Donc l'âme est bien sûr la possibilité de la réminiscence des choses en tant que telles, mais l'âme, c'est toujours l'âme d'un corps. Donc c'est l'âme de quelque chose qui sera animé. Maintenant, pour que cette chose soit transitionnelle, il faudrait qu'elle se conforme aux déterminations de ces possibilités. Quelles sont les déterminations de ces possibilités? C'est les déterminations nécessaires. Par conséquent, le corps en question devra se conformer aux nécessités que l'âme a en vue. Ça veut dire que le corps devra se maîtriser dans ses émois, pour ainsi dire, et il devra se plier aux possibilités nécessaires de la vie. En fait, ce sera un corps idéal. Mais qu'est-ce qu'un corps idéal? Socrate l'avait dit, c'est un corps mort. Alors, vivre avec un corps idéal serait vivre avec un corps mort. C'est un peu bizarre. Néanmoins, il s'agit de cela, c'est-à-dire d'un corps qui est tout à fait idéalisé et, pour ainsi dire, immortel, bien sûr, parce que nécessaire. C'est un corps dont tout le monde pourrait faire l'expérience, bien sûr. Et pour autant qu'on parle de Socrate, par exemple, c'est un corps qu'on décrit dans des mots comme être membre de la cité, être un homme, être lié matrimonialement, être lié de parenté, avoir été engagé dans un conflit armé, prendre part à la vie publique, être poursuivi par la justice, être condamné à mort. Bon, quelques déterminations de ce corps, quelques déterminations orthothétiques, on peut les répéter, on les comprend, on les sait, on les a lues dans Platon, et tout le monde sait qu'il s'agit de Socrate, mais il pourrait s'agir de beaucoup d'autres personnes, bien sûr. Maintenant, il faudrait se demander en quoi Bernard comprend une détermination comme ça différemment que Platon. Parce que jusque-là, je pense, Bernard va dire la même chose que Platon, dans un certain sens. Qu'est-ce qu'il ajoute? D'abord, il ajouterait ce que j'ai un peu élargi au début, là. Il ajouterait une épocalité. Il dirait oui, mais être membre de la cité en Grèce ancienne, c'est pas la même chose qu'être citoyen aujourd'hui. Participer à un conflit armé, c'est certainement plus le cas, comme on a vu, etc. Platon ne pourrait pas faire ça, c'est sûr. Quand Socrate, quand il raconte
l'histoire du verdict de Socrate, on voit bien que il n'y a aucune historialité. Donc, on pourrait dire, si pour Platon, l'histoire de la mort de Socrate désigne et explique, signifie et démontre l'autonomie de l'esprit par rapport au corps, et on peut dire, je pense que vous avez tous lu le Phédon, Platon insiste avec une force incroyable sur cette lutte avec le corps, et cette déliaison qu'il veut absolument établir, déliaison qui implique liaison, bien sûr. Donc, c'est vraiment une lutte, c'est une frustration, c'est une discipline. Donc, c'est une autonomie comme discipline. Pour Platon, ça c'est ce que signifie cet exemple de Socrate. Pour Bernard, sans doute, ce serait plutôt une histoire. Donc, qu'est-ce que je veux dire avec une histoire? Pour Bernard, ce serait la démonstration de l'autonomie idéale et matérielle, idéale de l'esprit, par rapport au corps. Non. Bon, je vais pas lire ça parce que c'est pas possible. Je suis en train de penser, je commencerai à lire un texte. Non. Donc, pour Bernard, c'est une histoire. Et ça veut dire, une histoire, ça veut dire que, en fait, cette autonomie qu'il réitère, qu'il répète, bien sûr, tout le temps, ne se sépare pas d'une historicité, ne peut pas se séparer d'une historicité. J'insiste trop, c'est trop simple. Je voudrais adresser encore peut-être trois choses. Bon. En tout cas, la différence de la perfection chez Platon et chez Bernard. Pour Platon, il faut la perfection pour atteindre la vérité et oublier le corps. Pour Bernard, au contraire, le perfectionnement est factuel et historique, et l'idée de la vérité doit le prendre en compte. Pour Platon, les choses sensibles sont imparfaites. Les seules choses parfaites sont les choses en tant que telles, c'est les choses idéales. Mais pour Bernard aussi, il n'y a pas de doute, toutes les choses sensibles sont imparfaites. Mais pas seulement. Elles ne sont pas seulement imparfaites, et ça a son importance, et c'est même peut-être l'origine de l'importance. Et c'est à cela que je veux venir. C'est là que je vais essayer de poster la spécificité de l'apport au concept de savoir qu'essaye de fournir Bernard, parce que finalement, si on parle généralement et d'un mot pour être bref, le platonisme, c'est bien sûr tout ce que les sciences ont développé. On devrait un peu spécifier et dire toutes les sciences de fait, comme dit Husserl. Enfin, toute la factualité, tout l'empirisme qu'on a, toutes les choses qu'on sait sur le monde, et Dieu sait si c'en est beaucoup, c'est tout des platonismes. Qu'est-ce que Bernard ajoute à ça? Rien du tout. Oui, quand même, un accès. La distance, c'est la distance entre ce qui est nécessairement le cas, c'est-à-dire les conditions nécessaires de possibilité, et ce qui est important. Et c'est ça le savoir de la mer.
Le savoir de la mère, c'est de savoir que l'objet transitionnel, il manque. Et c'est une autre privation. Ce n'est pas la privation de la possibilité, qui est la possibilité toujours nécessaire, mais qui reste que possible. Mais c'est la condition de possibilité matérielle dont parle Bernard. Mais c'est un autre savoir. C'est très difficile parce que, en fait, si je commence à dire conditions matérielles de possibilité, tac, 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 la science intègre et dit évidemment, oui, la condition de possibilité est matérielle, bien sûr, et la science intègre le lot et c'est une nouvelle science qui s'élabore. Tant mieux si c'est nécessaire. Non, tant mieux si c'est important, il faudrait dire. Et je pense que c'est ça que Bernard voulait adresser. Bon, je vais m'arrêter là.